14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Il est 6h à peine du matin à Bobigny le 29 juin 2024 lorsque la grand-mère d'Éric le tire de son sommeil après avoir entendu du bruit dans le garage dont la porte avait été forcée la veille. Éric a 26 ans, il est fonctionnaire de police, il prend son arme de service et se met en route vers la maison de sa grand-mère. Une fois sur place, il enfile son brassard de police et se dirige vers le garage avoisinant le pavillon. Et là, il tombe sur un homme apparemment endormi. Cet homme, c'est Ammar Slimani, un sans-papier algérien de 32 ans, déjà connu des services de police. Au début, selon le témoignage d'Éric, Ammar coopère. Le policier appelle le 17 pour demander du renfort. C'est à cet instant que tout bascule. Un rapport de force s'installe. Éric dégaine son bâton télescopique. Ammar se saisit d'un pistolet à enduit et le poursuit jusqu'à acculer le fonctionnaire de police à l'extérieur du garage. Éric décide alors de dégainer son arme. Il tire 7 coups. 5 atteignent Ammar mortellement. Éric est alors placé en garde à vue depuis, en détention provisoire. C'était il y a 15 mois et depuis, toutes ses demandes de remise en liberté ont été rejetées. Nous sommes aujourd'hui avec son avocat, maître Laurent-Franck Liénard. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour maître. Donc il s'agit de Éric G, ce policier qui est intervenu en pleine nuit à l'appel de sa grand-mère. Ça s'est fini en tragédie puisque l'OQTF a été abattu. Je suppose que la version du policier est contestée par certaines associations. Et que même l'enquête jette un trouble ou pas du tout, où les faits sont aujourd'hui clairement établis? Non, les faits sont totalement établis. Personne ne conteste la réalité de ce qui s'est passé. On voit bien que le migrant a attaqué mon client, puisqu'il est retrouvé avec l'arme à ses côtés, à proximité. On voit aussi qu'il l'a poursuivi, puisqu'ils ont fait un cheminement dans le jardin jusqu'au portail. Et c'est devant le portail que s'est passé la fusillade. Portail qui était fermé à clé et que mon client ne pouvait pas escalader dans l'urgence. Donc les faits, ils sont parfaitement établis. Ce qui est contesté, c'est la légitimité de ce tir, sa proportionnalité par rapport à l'agression dont faisait l'objet mon client. Mais ça, on peut en débattre sans difficulté. Je lisais sur le net que certaines associations, certains médias disent non, l'OQTF a été abattu quasiment dans son sommeil dans le garage. Ça, s'il est avéré que ce n'est pas vrai, cette version. Ah oui, alors ça c'est pas vrai du tout, évidemment. J'ai entendu aussi qu'un certain avocat disait que l'OQTF était chargé de faire des travaux chez la grand-mère, ce qui est complètement hallucinant, ça n'a jamais existé. Voilà, mais tout ça est sans intérêt. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir que depuis bientôt 16 mois, il y a un jeune homme qui est entre quatre murs, qui est emprisonné, alors que la détention provisoire qui est prévue par les textes n'est pas du tout prévue dans un cas pareil. Et ce policier, il n'a absolument rien à faire en prison. Oui. Il reste malgré nos efforts, et c'est un scandale. C'est vraiment... Il semble qu'une fausse nouvelle annonçait tout à l'heure qu'il s'était suicidé dans sa cellule. C'est un fake, hein. Il est un fake. Bon, cela dit, il est éprouvé, il est atteint. Comment vit-il ce maintien en détention provisoire? C'est un cauchemar quotidien, mais seconde par seconde. Éric, il a perdu toute énergie vitale. Moi, je l'ai rencontré le jour des faits, puisque j'étais avec lui en garde à vue. C'était un jeune homme sportif, un jeune homme qui avait la vie devant lui. Et aujourd'hui, on l'a retrouvé pendant la reconstitution. Et tout le monde a été choqué par cette personnalité qui avait basculé, son énergie vitale a disparu. Éric, c'est l'ombre de lui-même aujourd'hui. Ils l'ont broyé. Pour revenir sur l'affaire proprement dit, c'est un jeune policier. Il ne s'agit pas de prendre position, de prendre posture. Est-ce qu'il a pu paniquer à un moment donné, puisque je crois qu'il y a 6 impacts, 6 tirs. Il est acculé dans le portail du jardin de sa grand-mère. Est-ce qu'il a pu paniquer? On ne connaît pas les circonstances exactes. Est-ce qu'il a pu manquer de maîtrise de lui-même, ou l'agression de la part de l'OQTF avec le pistolet à enduit? Est-ce qu'un pistolet à enduit, ça se voit tout de suite, ça ne se voit pas? Est-ce qu'il était censé repérer immédiatement que cette arme n'était pas dangereuse? Quel est le contexte exact, maître? Alors, s'agissant de la létalité de l'arme, son caractère dangereux, il est acquis. C'est-à-dire qu'avec cette arme, qui est un pistolet mastic en métal, c'est un vieux truc, un vieil outil métallique, avec ce pistolet à mastic en métal, on pouvait tuer. Et mon client n'a jamais contesté qu'il avait eu peur.
il a eu la peur de sa vie. Il s'est vu mort parce qu'il a eu un type qui l'a poursuivi alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il le poursuive. Il avait son brassard police, il avait appelé la police, il était en train d'attendre l'équipage. Interpellé avec sa matraque. Il l'avait interpellé avec sa matraque. Appel le 17. Donc là, la procédure jusque-là, elle est suivie de façon régulière. Et l'individu se lève et devient agressif. Oui, il se fait charger par ce gars. Et au lieu d'engager le combat, mon client, il décide de prendre la fuite. Il part en courant et il se fait poursuivre. Et au moment où il va sortir son arme, le type est avec son outil métallique, bras levé, et il va le frapper à la tête. Et à ce moment-là, il décide de tirer. Il tire 6 fois. 6 ou 7, c'est dans le débat. Mais en tout cas, il tire plusieurs fois. Il tire plusieurs fois parce qu'à ce moment-là, il se voit mort. Et il essaye par tous les moyens d'arrêter ce gars. Vous savez, ça se passe en 1 seconde. En 1 seconde, vous devez prendre une décision qui est la décision la pire de votre vie, c'est celle de tirer sur quelqu'un. Et il a pris cette décision dans un éclair de raison, parce qu'il a dit, si je ne tire pas à ce moment-là, c'est moi qui suis tué. À vos yeux, la légitime défense est constituée. À vos yeux, je dis bien. Oui, à mes yeux, ça ne fait pas de doute. Mais on peut en débattre. Oui, c'est l'enquête qui le dira. Vous avez l'air mal à l'aise, maître, contrarié. Est-ce que vous estimez que l'administration policière, le ministère de l'Intérieur ne soutient pas comme il le devrait, sa hiérarchie, ne soutient pas comme il le devrait Éric? Non, j'ai rien contre l'administration policière ni contre le ministère de l'Intérieur, rien du tout. Non, moi j'ai des choses contre une administration judiciaire qui est une machine à broyer les gens et qui broie ce jeune homme sans aucun scrupule et sans aucune mesure. Vous êtes à combien de demandes de remise en liberté provisoire? À 7 demandes de mise en liberté. La dernière a été acceptée, c'est-à-dire que le juge de la liberté et de la détention a ordonné la libération d'Éric et le parquet de Bobigny a fait appel. Alors que ce parquet avait demandé le placement sous contrôle judiciaire il y a 16 mois. C'est-à-dire que le parquet avait demandé à ce qu'il ne soit pas mis en détention et 16 mois après, il demande à ce qu'il reste en détention en faisant appel de l'ordonnance du JLD qui le met dehors. Il y a visiblement une incohérence. C'est totalement kafkaïen. Alors attendez, c'est le parquet, donc c'est les représentants de la chancellerie, ce n'est pas le siège qui demande, c'est pas un magistrat du siège, c'est le parquet qui était d'accord pour qu'il y ait une détention provisoire, une relaxe pour la provisoire, qui le maintient en détention. Est-ce qu'il y aurait eu un revirement au niveau de la chancellerie ou au niveau du parquet pour expliquer ce changement d'orientation? Moi, ce changement, je ne le comprends pas. Et si moi, qui suis quand même un professionnel, je suis avocat depuis 34 ans, hein, je commence pas dans la profession. Si moi, je ne comprends pas ce changement, je pense que personne ne peut le comprendre, sauf celui qui a décidé de relever appel de cette décision. Mais il y a quoi, voilà, une pression politique, les associations qui se sont révélées très 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 efficaces. Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Moi, je ne pense pas à ça. Je pense que c'est les magistrats. Au sein d'un parquet ou au sein d'un tribunal, les magistrats, entre eux, ont décidé que ce jeune homme ne devait pas sortir de prison et ils l'ont décidé pour des motivations qui leur sont propres et qui, à mon avis, leur sont très personnelles. Voilà. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'objectivité, ça n'a rien à voir avec le droit. Il n'existe aucun recours à votre niveau pour contester ce maintien aujourd'hui en détention provisoire? Si, bien sûr, il existe énormément de recours. Nous allons plaider lundi devant la chambre de l'instruction sur l'appel du parquet, puisque le juge a dit qu'il fallait qu'il sorte, le parquet a relevé appel, et nous allons plaider lundi sur l'appel du parquet. Mais nous allons plaider des magistrats de la chambre de l'instruction qui, 6 fois de suite, ont confirmé la détention. Donc j'ai très peur qu'à nouveau, il reste en prison, alors qu'il n'y a plus aucune motivation juridique pour qu'il reste en prison. C'est la chambre de l'instruction qui a le dernier mot dans ces cas-là, ou il peut ensuite y avoir un ultime recours? Non, c'est la chambre de l'instruction. On peut faire des pourvois en cassation, mais les pourvois en cassation en France, il ne sert à rien. En matière pénale et en matière de détention, c'est un coup d'épée. Vous êtes également le défenseur de Florian ou je me trompe, de Florian M. Oui, je suis le défenseur de Florian. Bien, de l'affaire Naël. Vous estimez aujourd'hui que la police française, quand elle commet ou elle est accusée d'avoir commis une erreur, la France est un pays où on se comporte très très durement avec les policiers qui sont justement mis en cause par rapport à d'autres pays?
la France est un pays dans lequel on a une appréciation de l'action policière qui est complètement dévoyée. Parce que quand un policier fait une erreur d'appréciation, il fait une erreur d'appréciation, pourquoi pas? Ça peut lui arriver, nous sommes tous humains, nous pouvons nous tromper, et dans l'exercice de nos métiers, nous pouvons faire des erreurs. Il y a des erreurs médicales, il y a des erreurs, et il y a aussi des erreurs policières. Mais quand un policier fait une erreur d'appréciation, on fait rentrer cette erreur dans le champ pénal. Et ça devient une infraction. Et ça n'est pas normal. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait une différence entre le policier qui viole la loi pénale volontairement, celui qui vole des scellés, celui qui frappe une personne détenue ou frappe une personne au sol, et le policier qui se défend, qui fait usage de son arme et pour lequel l'usage peut être mis en doute ou questionné. Bon, au lieu de le questionner, on dit que ce policier est un meurtrier. Et donc qu'il est rentré dans le champ pénal et donc qu'il doit aller devant une juridiction d'assises. Ça n'est pas normal. Compris, maître. Merci, maître, pour votre témoignage et bien entendu, nous n'hésiterons pas à vous contacter pour avoir la suite de ce dossier. Merci. Laurent Nunez, le successeur de Bruno Retailleau, veut soigner les relations franco-algériennes. Bon ou mauvais timing, bonne ou mauvaise nouvelle? On attend vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite.